Bonsoir à tous, bonsoir Nicolas Plein. Bienvenue à cette conférence sur le thème du pouvoir de l'information. Je vous le rappelle, cette conférence va se dérouler sous le format d'une interview qui va durer à peu près 30 à 40 minutes. Et ensuite, on va pouvoir procéder aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via la barre de chat Ask a Question ou directement dans le chat à droite en bas de votre écran. Donc Nicolas Plein, vous êtes un scientifique et ingénieur français spécialisé dans le développement durable et la communication scientifique. Vous êtes devenu ambassadeur pour l'Union européenne en 2020 pour accélérer la transition écologique et sociale dans les territoires alpins. Et vous êtes investi en tant qu'expert pour la fondation Solar Impulse. Aujourd'hui, vous travaillez au sein de l'entreprise Schneider Electric, où vous participez à la création d'une nouvelle direction, Corporate Citizenship, pour permettre de mieux prendre en compte les attentes de la jeunesse et des personnes en fin de carrière afin de favoriser les échanges intergénérationnels pour mieux répondre aux grands enjeux du XXIe siècle. Je vais commencer avec la première question, si vous le voulez bien. Alors, quel reportage, documentaire, expérience vous ont marqué et que vous avez envie de partager avec nous? Et pensez-vous qu'il est préférable que les discours soient positifs de manière générale? Merci beaucoup et un grand merci à toute votre équipe de la COP2 étudiante, parce que c'est vraiment un super événement d'avoir organisé ça sur tout le week-end et je trouve qu'il y a un bon équilibre entre les différentes sessions. Donc merci beaucoup pour ça et pour la possibilité de s'exprimer aujourd'hui. Donc oui, les récits positifs et je trouve que c'est quelque chose qu'on avait vraiment voulu faire, nous, avec la collection de documentaires qu'on fait, comme Il faut sauver, et les différentes vidéos qu'on peut faire sur ces sujets de la transition écologique et sociale. Parce que ce qu'il faut montrer aujourd'hui, en fait, c'est vraiment que cette transition écologique et sociale, en fait, c'est pas quelque chose qui va nous emmener vers une société où on sera plus malheureux, où on ne pourra plus consommer, où tout sera un peu interdit et où ça sera une société dans laquelle on n'a pas envie de vivre finalement. L'idée, c'est vraiment de montrer, de faire des récits et de montrer en fait que au contraire, en fait, cette transition écologique et sociale, les solutions qui nous permettent de l'accélérer et de la mettre en place, c'est des solutions qui sont très positives, très optimistes et qui nous permettent à la fois atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, donc pour lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi ça nous permet de mettre plus, d'avoir plus de liens sociaux, d'augmenter le pouvoir d'achat par exemple, ou plein d'autres facteurs très positifs comme ça qui nous permettent de nous guider. Et donc si on peut, pour répondre à votre question sur les documentaires un peu qui m'ont marqué, le dernier, c'est le documentaire de Yann Arthus Bertrand là, de Legacy. Là. Je pense que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de le voir. Et je trouve que ce documentaire est très intéressant parce qu'il nous permet de nous replacer. Ça fait une histoire un peu de l'espèce humaine et ça nous permet de voir comment on en est arrivé là et ensuite quelles sont les clés pour changer. Et je trouve que ce documentaire il fait beaucoup écho à un livre de Yuval Noah Harari, le livre Sapiens, qui est un livre qui est vraiment génial, qui est écrit par cet historien-là, et qui nous permet vraiment de mieux comprendre le passé, mieux comprendre comment notre espèce sapiens a pu se développer, mieux comprendre les différentes crises qu'on a eues dans le passé, qui étaient complètement différentes de la crise qu'on connaît aujourd'hui, mais où on retrouve des similitudes. Et ça nous permet vraiment, en comprenant mieux l'histoire d'où on vient, qu'est-ce qui a fait notre espèce, comment on en est arrivé là, ça nous permet de vraiment avoir des clés pour changer, pour accélérer cette transition. Ensuite, nous avons vu que vous êtes à l'origine d'une série de documentaires « Il faut sauver les Alpes », dans laquelle vous vous déplacez en parapente dans des endroits difficiles d'accès afin de récupérer des mesures scientifiques. Quel était votre objectif premier lors de ce reportage? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'objectif de ce documentaire? Et enfin, pensez-vous que pour toucher et sensibiliser le grand public aux enjeux écologiques, une accroche, on va dire, sensationnelle et différente peut justement faciliter cela
ou bien faut-il adapter son moyen de communication à la cible choisie? Et ben, en fait, l'idée du film Il faut sauver les Alpes, c'était vraiment, et de cette collection de documentaires qu'on fait, ça faisait suite en fait à une association qu'on a créée en 2015 qui s'appelle En l'air pour la Terre, où on interviewait des scientifiques en parapente biplace pour essayer de vulgariser les thématiques en lien avec le dérèglement climatique. Et pourquoi on le fait en parapente? En fait, parce que ça nous permet tout simplement de prendre de la hauteur et de parler sur des... on parle de préservation de l'environnement, de préservation des paysages, de modification de la biodiversité, etc. Et du parapente, en fait, c'est des choses dont on se rend vraiment compte. Quand on survole dans Il faut sauver les Alpes, on survole par exemple à un moment la vallée de l'Arve, qui est une des vallées les plus polluées de France, parce que justement, elle a une configuration particulière, où c'est une vallée de montagne qui est très encaissée. Et en fait, quand on est en parapente, on survole cette vallée. Là, on a survolé dans le documentaire avec une médecin généraliste qui se bat justement pour la qualité de l'air. Et en fait, en l'emmenant en parapente, elle se rend compte de choses qu'elle s'était jamais rendue compte, alors que ça fait 20 ans qu'elle habite dans cette vallée. Et donc, c'est vraiment un outil qui est formidable pour permettre de se rendre compte de comment sont construits nos écosystèmes. Et on revient à la définition même de l'écologie. En fait, c'est la relation de l'homme avec son milieu naturel. Donc là, c'est vraiment, on voit, par exemple, dans cette vallée de l'Arve, on voit où sont placés l'incinérateur, où sont placées les cheminées des particuliers, que l'école se place juste derrière, par exemple, les usines qui sont sur place ou l'incinérateur. Et on voit que finalement, on comprend mieux en fait les relations entre l'homme et son milieu naturel. Et donc, l'idée de ces documentaires, c'est vraiment de donner envie, de montrer des solutions concrètes, locales et réplicables pour accélérer cette transition écologique et sociale, et montrer que les personnes qui les mettent en place, c'est des personnes comme nous tous, en fait, comme vous et moi, qui sont sur le terrain et qui disent, voilà, moi, en fait, je trouve que c'est pas normal qu'on ait un air qui soit aussi pollué. Et donc, je trouve que ça, c'est pas normal. Et donc, je vais essayer de m'investir, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle ou dans ma vie associative, pour essayer de faire changer ça. Et en fait, c'est pas des personnes qui sont aigries ou des personnes qui mènent un combat et qui sont acharnées dans ce combat-là, qui sont extrémistes. C'est des personnes qui sont vraiment, qui ont envie de faire changer les choses. Et cette envie de faire changer les choses, en fait, elle est communicative et elle fait vraiment plaisir à voir. Et c'est vraiment ça qu'on voit dans le territoire, en fait. Quand on va tourner ces documentaires, on voit qu'il y a plein de choses qui se passent dans les territoires au niveau local et que ces choses au niveau local, en fait, elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce souvent pour faire effet boule de neige et pour ensuite faire cet effet boule de neige au niveau global et pouvoir être répliqué un peu partout en France et à l'étranger. Ouais. J'espère que ça répond à votre question. Oui, je pense que c'est bien répondu, merci. Et donc, lors de cette aventure scientifique, avez-vous senti la nécessité de rencontrer des personnes de champs disciplinaires différents pour vous offrir un éclairage transverse, peut-être même contradictoire, sur les enjeux de la transition? Si oui, est-ce que vous avez des exemples d'actions réalisées dans ce sens? Ben oui, en fait, c'est comme un peu le sujet de thèse que j'avais fait pour l'accès à l'électricité en Afrique. L'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, on est sur des thématiques, quand on parle de transition écologique et sociale, c'est des thématiques qui sont vraiment interdisciplinaires par essence. En fait, on peut parler du climat, donc voilà, on peut modéliser le climat en sciences du climat et faire des modélisations très fines. Mais ensuite, quand on parle des solutions, il faut à la fois qu'on comprenne comment ces solutions peuvent venir modifier la machine climatique, mais aussi quelles vont être leur acceptabilité sociale, quelles vont être les implications économiques de ces solutions. Et donc, ça mobilise, en fait, c'est ça qui est passionnant de travailler sur ces thématiques-là, c'est que c'est à la fois des sciences du climat, des sciences de l'ingénieur, des sciences économiques et des sciences sociales. Et donc, très concrètement, là, par exemple, dans Il faut sauver les Alpes, on avait une géophysicienne au début qui nous explique comment, pourquoi la vallée de l'Arve est aussi polluée, parce que elle est dans une configuration de vallée alpine très encaissée, il y a des vents catabatiques qui proviennent des glaciers du Mont Blanc qui sont juste à côté. Et ensuite, à côté de ça, il y a une autre personne qui est spécialiste de la chimie de l'atmosphère qui, elle, nous dit les polluants, les particules fines, elles viennent à 80% des cheminées des particuliers. Et après, en fait, ça, c'est un résultat scientifique, donc c'est quelque chose qu'ils ont mesuré. Mais par contre, pour faire passer, pour essayer de faire changer les choses sur le terrain,
on peut amener n'importe quelle mesure. En fait, il faut qu'il y ait des sciences sociales pour essayer d'essayer de faire changer les comportements, pour qu'on puisse essayer de faire changer les choses et améliorer la qualité de l'air. Donc là, ça mobilise les sciences sociales. Donc c'est vraiment un champ interdisciplinaire qu'on doit pousser et qui nous permet de mieux comprendre le problème dans sa globalité. On peut pas. C'est vraiment difficile de comprendre ces problèmes maintenant sur ces solutions pour la transition écologique et sociale sans essayer d'avoir les différents champs disciplinaires, que ce soit en sciences physiques, en sciences sociales et en sciences économiques. Oups. Alors, donc, les réseaux sociaux concentrent beaucoup d'informations courtes et rapides. Cette forme d'information semble réussir à capter l'attention de nos jours. Cependant, n'y a-t-il pas un risque à privilégier la forme au détriment de la qualité du contenu? Et qu'en est-il de la temporalité de l'information et de son impact sur l'effet rebond? Alors ça, c'est aussi une très bonne question parce que en fait, les réseaux sociaux, aujourd'hui, on voit que de plus en plus de personnes s'informent exclusivement via les réseaux sociaux. Donc avec ce qu'on peut trouver sur Facebook, Instagram, Twitter et sur TikTok en fait, en fonction d'un public, on a un public plus ou moins jeune. Par exemple, quand on fait des interventions dans les collèges, ce qui est assez fou, c'est que maintenant les collégiens, il y a presque plus personne qui ont Facebook. Et Facebook, c'est réservé maintenant à plus des personnes un peu plus âgées, ce qui est assez marrant. Et si on veut toucher des personnes un peu plus jeunes, on peut aller sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux. Donc c'est vraiment et on voit qu'en fait ces réseaux sociaux, ils imposent leur code. Donc voilà, sur TikTok, c'est des vidéos très courtes. Sur Twitter, on peut pas parler en faisant avec un minimum de caractères donnés. Et en fait, c'est un peu frustrant des fois quand on veut communiquer quand on veut essayer d'expliquer. Par exemple, on avait fait une vidéo sur le cycle de l'eau et le dérèglement climatique. Et quand on veut expliquer ce phénomène-là, même l'expliquer de façon très simple, il faut quand même ça prend si on fait vraiment très court et on essaie de le plus simple possible, ça prend 7-8 minutes. Mais quand on est dans une société où tout le monde utilise TikTok et tu swipes au bout de 15 secondes, c'est 7-8 minutes, ça paraît être une éternité. Donc, il faut essayer de proposer un peu des nouveaux types de contenus qui permettent un peu comme ce que font les youtubeurs, Squeezie, etc. Essayer de capter l'attention pour essayer de pouvoir proposer des formats assez longs finalement. Et ce que font d'autres youtubeurs super bien, comme Science Étonnante ou sur ces thématiques de la science, essayer de capter l'attention vraiment en utilisant des procédés en utilisant les codes des réseaux sociaux pour faire passer la bonne connaissance. Et ça, c'est très. Je trouve que les scientifiques, les chercheurs, ont pas encore. Après, il y a énormément de choses à faire quand on est chercheur, mais je trouve qu'il y a vraiment un manque là-dessus. Par rapport à la présence des chercheurs et des scientifiques sur les réseaux sociaux nouvelle génération, TikTok, etc., pour être présents et pour pouvoir expliquer les choses et pas laisser la place en fait à toutes ces vidéos conspirationnistes qu'on peut trouver. Avant les climato-sceptiques étaient très présents et sont toujours très présents sur ces réseaux-là. On a vu avec la crise sanitaire qu'il y a eu un boom des théories un peu conspirationnistes, pas que sur le climat, mais aussi sur la crise sanitaire, la crise économique et tout ça. Et ça, c'est vraiment, il faut vraiment qu'on ramène de l'information, de la science, des sciences du climat, des sciences économiques, des sciences sociales sur ces réseaux sociaux en proposant des contenus qui sont adaptés aux réseaux sociaux et pas des contenus qu'on fait à la base comme ce qu'on faisait avant, donc des contenus un peu longs qui peut être un peu long à regarder quand on a une vidéo TikTok ou une vidéo YouTube à côté. Et je trouve que c'est vraiment, il faut vraiment qu'on encourage à fond ça et qu'on essaie d'aller plus rapidement que les organismes scientifiques, le CNRS, etc. Ils essayent de le faire de plus en plus, mais qu'on accélère ça pour vraiment pouvoir faire passer plus rapidement la connaissance et au bon public. Mais donc, justement, comment on pousse non pas seulement les scientifiques, mais le grand public à agir sur cette forme de contenu? Comment on passe de l'information, de la communication à l'action? Et comment définiriez-vous votre rôle, justement, pour aider à la transmission de l'information scientifique, puis au passage
à l'action du grand public sur cette forme de contenu? Et bien ça, justement, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire avec la collection de documentaires Il faut sauver. En fait, ce qu'on a remarqué, c'est facile de faire. En fait, il y a eu beaucoup de documentaires sur le dérèglement climatique qui sont un peu catastrophistes. On dit, regardez, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. On va parfois à l'autre bout du monde pour dire, voilà, il y a cette espèce-là qui est en train de disparaître. Mais finalement, on se retrouve au bout d'une heure et demie de documentaire, au bout d'une heure et demie de documentaire, voilà, au fond de son canapé. Et on se dit, ouais, c'est une catastrophe. On m'a montré tout ce qui allait pas. Et finalement, ça va être très difficile de s'en sortir. Et je vois pas très bien ce que je peux faire. Et finalement, c'est même anxiogène. Et on va se dire, peut-être que je vais mettre un peu ça de côté, et puis je vais me concentrer sur d'autres activités. Et voilà, ça va nous faire peut-être un peu éluder ce problème-là. Nous, ce qu'on voulait vraiment faire, c'est, voilà, on va pas au bout du monde, on essaie d'aller à côté de chez nous et de montrer des personnes qui s'investissent au niveau local. C'est pas forcément des personnes qui ont l'habitude de parler à la caméra et qui sont hyper médiatisées et tout ça, mais c'est des personnes qui font un travail incroyable sur le terrain à différentes échelles en fait. Et on voulait montrer ces solutions-là et montrer ces solutions pour qu'à la fin les documentaires ils font 1 heure, pour qu'à la fin de 1 heure de documentaire, au lieu d'être au fond de son canapé, on se lève du canapé, le téléspectateur se lève du canapé et ils se disent mais en fait c'est génial, il y a plein de personnes qui sont dans la même situation que moi. Donc, je sais pas, qui sont parents, qui ont des enfants, qui ont une situation personnelle qui ressemble à la mienne, ou une situation professionnelle qui ressemble à la mienne. Et en fait, ils sont pris en main et ils ont décidé d'agir pour mettre en place ces solutions. Et en fait, pour faciliter encore plus le passage de la sensibilisation à l'action, parce que souvent on voit des solutions, que ce soit dans des vidéos, dans des documentaires, etc. On voit ces solutions, mais on ne sait pas vraiment comment les répliquer, comment les mettre en place. Et là, l'idée, c'était d'associer cette collection de documentaires, qui est un outil de sensibilisation et de pousser au passage à l'action, à une interface en fait en ligne, qui est une sorte de marmiton de la transition écologique. Vous pouvez aller voir, c'est ilfautsauver.org. Je vous mettrai le lien sur le chat. Et en fait, cette interface, elle permet de retrouver toutes les solutions que vous allez voir dans le documentaire. Et pourquoi c'est le marmiton de la transition écologique? Parce qu'en fait, ces solutions, vous avez par exemple une remorque partagée entre producteurs locaux. Et en fait, cette solution-là, si vous voulez la répliquer parce que vous êtes un producteur local, et vous allez sur ce site-là, vous cliquez sur le lien de la solution, et c'est comme une recette de cuisine. On va vous donner tous les éléments qu'il faut, tous les trucs un peu pénibles à faire à chaque fois, qui peuvent être des contrats, je sais pas, des contrats ou d'autres types de trucs réglementaires, etc. On va vous donner toutes les étapes et tous les documents nécessaires pour mettre en place vous aussi cette solution et la répliquer. Et donc c'est en ça que c'est un marmiton de la transition écologique. Pour l'instant, on a une quarantaine de bénévoles qui nous aident à faire ces recettes-là, à transformer ces solutions en recettes. Et voilà. Et donc il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'autres initiatives qui se montent pour essayer de faciliter ce passage à l'action. Donc, 1, on sensibilise, on pousse à l'action. Et 2, on facilite le passage de la sensibilisation à l'action. Donc, pour revenir sur les productions que vous avez réalisées, quelles sont celles qui ont pu ou pourraient impacter l'entreprise dans laquelle vous travaillez aujourd'hui ou dans votre entourage? Alors, un exemple très concret, par exemple, dans le premier épisode, Il faut sauver les Alpes. Donc, en fait, la collection de documentaires, il y a le premier épisode, Il faut sauver les Alpes. Là, il y a Il faut sauver le volcan d'Auvergne qui va être bientôt diffusé sur Ushuaïa et sur France Télévisions. Et ensuite, on va bientôt tourner Il faut sauver la Provence. Donc voilà, l'idée, c'est d'aller dans des régions qui sont dans des régions de France pour voir quelles sont les bonnes initiatives, les solutions qui sont mises en place sur le terrain. Et là, très concrètement, par exemple, le premier épisode, si vous avez eu l'occasion de le voir, il y a un Repair Café. Il y a un Repair Café, en fait, qui a été monté par un collectif de citoyens dans la vallée de l'Arve. L'idée du Repair Café, c'est, en fait, dans la vallée de l'Arve, il y a une partie de la pollution qui est due à un incinérateur. L'incinérateur, en fait, il incinère nos déchets, en fait. Donc, finalement, pour qu'il émette moins de polluants atmosphériques, il faut juste qu'on jette moins. Et donc, ils se sont dit, on fait un Repair Café où tout le monde peut venir amener son grille-pain qui ne marche plus et on va essayer de le réparer pour éviter de le jeter. Et là, par exemple, la Schneider Electric. Donc, Schneider Electric, c'est une entreprise qui fait du matériel d'électricité, de la conversion en tension, etc.
et des disjoncteurs. Par exemple, vous en avez forcément déjà vu dans votre tableau électrique quand il y a l'électricité qui saute, il faut les remettre les disjoncteurs. Et en fait, là, par exemple, ce disjoncteur-là, il y a une équipe au sein de Schneider qui a vu le documentaire et qui s'est dit, tiens, si on faisait pareil, nous, à l'échelle de l'entreprise, donc ce qui est énorme, parce que Schneider Electric, c'est 145 000 personnes partout dans le monde, si on faisait pareil, c'est-à-dire que nos disjoncteurs, au lieu de les remplacer par des disjoncteurs neufs, on va essayer de créer le Repair Café de Schneider Electric en les réparant et en essayant d'avoir un impact assez important pour limiter les déchets en disjoncteurs qui ont un problème. Donc voilà, c'est un exemple très concret, mais qui peut ensuite faire boule de neige et qui permet d'avoir un impact. Au départ, on a un collectif de citoyens, donc quelques personnes qui se regroupent dans la vallée de l'Arve pour faire ce Repair Café. Et au final, petit à petit, on voit que ça fait effet boule de neige et que ça peut faire vraiment un impact sur les entreprises, sur les institutions, sur les citoyens. Merci pour cette réponse. Qu'est-ce qu'il manque le plus aujourd'hui? Des vulgarisateurs ou des experts très pointus sur un sujet précis ou encore une personne capable de faire les liens entre toutes les informations relatives aux enjeux écologiques. Et comment voyez-vous le rôle de chacun et est-ce qu'il y a des rôles manquants selon vous? Moi, je pense que ce qui manque, et pour avoir vu un peu ça dans les... comment ça se passe au niveau des prises de décision dans les ministères, dans les cabinets ministériels et dans les entreprises, etc. Ce qui manque, je trouve, aujourd'hui, c'est vraiment qu'on se fasse confiance, en fait. Qu'on se fasse confiance et si vous lisez le livre Sapiens dont on parlait tout à l'heure, en fait, on se rend compte que finalement, c'est nous-mêmes qui écrivons ce livre de l'humanité. Et en fait, faut pas se dire, c'est d'autres personnes qui décident pour nous, c'est d'autres personnes qui vont décider. De toute façon, nous, finalement, on n'est rien dans cette société. Et en quoi, moi, si je suis étudiant, si je suis salarié d'une boîte, si je suis dans une mairie et tout ça, en quoi je pourrais changer les choses? En fait, ce que je vais faire, ça aura qu'un impact minime. Et en fait, pas du tout. Finalement, quand on voit, c'est vraiment ça qui manque, en fait. Qu'on se rende compte du potentiel de changement qu'on peut apporter à notre société et au monde en général, en fait. C'est vraiment quelque chose que quand on voit ce collectif de citoyens, quand on voit d'autres personnes qui mettent en place ces solutions ou toutes les personnes qu'on a rencontrées pour les différents tournages, c'est vraiment des personnes qui se sont dit à un moment, si j'essayais, en fait, si j'essayais de régler ce problème-là, si j'essayais de mettre en place cette solution-là, si j'essayais de faire ce projet-là. Et en fait, ils essayent petit à petit. Ce qu'il faut dire, c'est que ça va pas être facile dès le début. Il va y avoir plein d'échecs et ça va pas forcément bien fonctionner dès le début. Mais finalement, c'est comme une marche d'escalier. On pourrait avoir des marches de temps en temps, des marches descendantes. Et finalement, on arrive à monter et on passe d'échec en échec. Et au final, on arrive même plus loin que ce qu'on pensait arriver au début. Donc, c'est vraiment quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est que les personnes se fassent confiance. Peu importe notre situation, en fait, on peut vraiment se faire confiance et prendre conscience du potentiel qu'on a de changer les choses, sans attendre que d'autres le fassent pour nous, en fait. C'est vraiment ça, il faut que ça soit nous, avec notre volonté, nos motivations et tout ça, qu'on contribue à écrire ce grand livre de l'humanité. Ouais. Merci. Je vais vous poser une dernière question dans cette interview. Toujours sur le thème du pouvoir de l'information et donc de la communication écologique. Parmi toutes les informations aujourd'hui sur Internet qu'on voit chaque jour, vous pensez à quel point les informations vulgarisées sont-elles assimilées par la sphère publique et comment faire le tri, nous en tant que citoyens, entre toutes les informations accessibles qu'on a, comme je le répète, via les médias, les réseaux sociaux, et comment aussi on mesure la qualité d'une information. Ça, c'est vraiment, ça fait 3 questions qui sont assez vastes. Ouais. Donc déjà, pour répondre à la première question sur la sphère publique,
En fait, ce qu'il faut bien penser, c'est que enfin, voilà, les personnes qui travaillent dans les ministères, dans les cabinets ministériels et tout ça, et on a, enfin, en général, on n'a pas forcément beaucoup de temps, en fait. Donc, c'est vraiment, tout est une question de temps. Et en fait, si les personnes avaient énormément de temps, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui liraient l'entièreté des rapports du GIEC et puis pour s'informer sur ces différents sujets, mais c'est pas le cas. Parce que voilà, il y a un manque de temps. Donc ce manque de temps-là, il faut essayer de le compenser par une information qui est claire, qui vient des bonnes personnes et qui vient des bons groupes de personnes pour acquérir de la connaissance et pour prendre des décisions qui sont assez éclairées. Et c'est pour ça que c'est assez intéressant de voir aussi ce qui a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat, parce qu'on a des citoyens qui sont tirés au sort à la base, donc qui sont pas forcément qui sont pas forcément convaincus qu'il faut faire un effort énorme pour lutter contre le dérèglement climatique de base. Et finalement, ils ont le temps. Donc eux, pour le coup, ils ont eu le temps de lire tous ces rapports du GIEC et d'en assimiler les connaissances. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, à la fin, ces citoyens, ils proposent des mesures qui paraissent presque extrêmes en fait, alors que de base, ils sont pas du tout à fond dans l'écologie comme ils ont été tirés au sort. Et donc c'est quelque chose qui est très intéressant en fait, le fait de se renseigner sur ces sujets-là, ces sujets du climat, de la biodiversité, de la transition écologique et sociale. Plus on prend le temps de le faire, plus on se rend compte qu'il y a un vrai problème et qu'il faut qu'on trouve des solutions rapidement. Et ensuite, donc, on a besoin de personnes qui sont capables de comprendre ces différents sujets pour ensuite pouvoir écrire c'est un peu ce qu'on faisait quand on était dans l'équipe COP21, essayer de digérer toute cette connaissance pour ensuite écrire des notes, des courtes notes qui permettent aux politiques, aux décisionnaires de prendre les bonnes décisions. Donc après, voilà, c'est comme ce qu'on voit aussi avec la crise sanitaire, hein, c'est que il y a des connaissances scientifiques et ensuite il y a des problèmes plutôt politiques, donc il faut concilier un peu les deux et c'est ça qui est un peu difficile dans la sphère publique. Et ensuite pour le reste, pour s'informer pour le grand public, en fait les médias traditionnels comme France Info, etc. En fait, c'est quand même le journalisme à la base, c'est pour travailler avec beaucoup de journalistes, c'est vraiment un métier. Donc les personnes, voilà. Après il y a une qualité plus ou moins grande en fonction des chaînes qu'on peut regarder, mais c'est quand même des personnes qui essaient de vérifier les informations, qui vérifient leurs informations, qui sont dans des rédactions. Donc on peut pas faire n'importe quoi et on est obligé de vérifier plusieurs fois ces informations. Et il arrive qu'il y ait des loupés et c'est souvent ça qui sont ces loupés là qui sont repris par des vidéos sur YouTube un peu conspirationnistes, etc., qui mélangent habilement en fait des éléments qui sont vrais avec des éléments qui sont faux, et en fait on arrive à la fin à des trucs complètement fous, mais qu'une grande majorité, qu'une majorité des personnes, que beaucoup de personnes peuvent croire vrai. Donc ça, il faut faire très attention quand on se renseigne sur les vidéos YouTube, etc. Il faut bien les vérifier chaque point avec d'autres sources et essayer de varier les différentes sources pour se rendre compte de vraiment ce qui se passe. Là, si je peux finir un point sur le climat, sur le climat et tout ça, les climato-sceptiques parmi les scientifiques, ils représentent à peine 2% des scientifiques. Et les climato-sceptiques, en fait, au début, ils disaient il n'y a pas de dérèglement climatique. Maintenant, ils disent ah oui, il y a un dérèglement climatique, mais pas d'origine humaine. Et en fait, ils vont essayer avec en mêlant en fait des éléments vrais, des éléments faux, de démontrer ça, Et en fait, quand on connaît le sujet, on peut se rendre vite compte que ce qu'il raconte c'est complètement faux. Mais quand on aborde comme ça le sujet, c'est difficile. Donc il faut vraiment multiplier les sources. Et aussi il y a des sources comme le GIEC. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe de scientifiques qui fait l'état de l'art de la connaissance scientifique dans le monde. Donc, il faut savoir qu'un article de recherche scientifique, il doit être, pour être accepté, il doit être reviewé par 2 autres scientifiques qui ont déjà eu des publications scientifiques dans ces domaines-là. Donc, c'est des processus qui sont très longs et qui sont vraiment vérifiés, quoi. Donc, le GIEC, ces rapports, on peut être sûr que ce qu'il raconte, c'est la science et l'état de l'art actuel de la connaissance.
J'espère que ça répond à vos questions. Ouais. Oui, oui, merci Nicolas Plein. Maintenant, je vais passer aux questions du public. Hein. D'ailleurs, donc, n'hésitez pas à poser vos questions via Ask a Question ou alors la barre de chat en bas à droite de votre écran. Donc, je vais commencer. Donc, comme première question du public, est-ce que vous êtes sûr qu'il faut encourager à produire des contenus adaptés au RS actuel ou plutôt de s'éloigner de ceci pour se tourner vers de nouveaux modèles permettant un vrai débat qui serait donc moins clivant? Ouais. Et ben alors c'est une très bonne question. Je pense qu'il faut essayer de faire les deux en fait. Il faut essayer voilà, d'avoir des contenus qui sont de qualité, qui sont assez longs et qui permettent de vraiment développer les idées, qui permettent plus le débat et d'être beaucoup moins clivant. Parce qu'en fait, quand on va sur les réseaux sociaux, et le pire de ça, c'est Twitter, en fait, on a l'impression que le monde, c'est une catastrophe, qu'il n'y a que des catastrophes et que c'est voilà, que, en fait, on ferme Twitter et après, on n'a pas le moral pour la journée, quoi. Donc c'est vraiment, alors que si on sort, on va dans les villages à côté, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de choses hyper positives qui se passent, mais on n'en parle pas forcément. Il y a eu des études qui ont été faites sur ces réseaux sociaux-là. En fait, toutes les informations qui sont un peu clivantes, qui sont négatives, qui mobilisent nos émotions négatives, comme la colère, la haine, etc., c'est des posts qui vont être beaucoup plus relayés. Donc en fait, les posts qui seront le plus relayés sur Twitter, sur Facebook et tout ça, c'est des posts qui vont susciter chez nous des émotions qui sont assez négatives. Et en fait, voilà, par effet d'entraînement, on tombe souvent sur des posts comme ça. Donc l'idée, c'est de faire les deux. L'idée, c'est de proposer un contenu qui peut être adapté aux réseaux sociaux pour essayer d'attirer les personnes qui sont sur ces réseaux sociaux. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, la majorité des personnes sont sur ces réseaux sociaux, sont sur Facebook, Instagram, etc. Et en fait, si on essaie de proposer un contenu pour attirer les personnes de ces réseaux sociaux-là sur des contenus un peu plus qualitatifs, un peu plus longs, c'est une démarche qui peut être intéressante. Et puis, c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi, nous. On essaie de faire des contenus très courts qui ensuite renvoient vers d'autres contenus qui sont plus longs et qui permettent d'aller plus dans le détail et avoir des débats plus qualitatifs. Mais c'est vrai que c'est toujours un bon équilibre à trouver entre les deux. Oui. Ensuite, lorsque des personnes sont déjà sensibilisées aux problèmes environnementaux, est-ce qu'il n'est pas trop difficile de les motiver maintenant pour passer à l'action? Est-ce que pour cela vous avez des leviers justement pour susciter l'intérêt des personnes qui n'ont aucun intérêt premier pour ces questions-là? Eh ben oui, justement, c'est vraiment ce qu'on essaie de montrer avec les solutions qu'on montre. L'idée, même si on pense qu'il n'y a pas de dérèglement climatique ou qu'il ne faut rien faire pour l'environnement, etc., on montre que les solutions que les personnes qu'on va rencontrer, les solutions qu'ils mettent en place, elles sont aussi bonnes pour le pouvoir d'achat, elles sont bonnes pour la santé humaine, elles sont bonnes pour recréer du lien social dans les villages, dans les villes dans lesquelles on trouve ces solutions. Donc voilà, en fait, les solutions, la préservation de l'environnement, c'est un des 4 effets bénéfiques des solutions qu'on montre. Donc c'est vraiment ça qui nous tenait à cœur, c'est de parler à l'ensemble des personnes, de ne pas être extrémiste, on n'est pas militant. Il faut des personnes qui soient militants et tout ça pour faire avancer les choses d'une autre façon aussi. Mais nous, l'idée, c'était vraiment de ne pas être militant, de ne pas être activiste, mais de montrer très concrètement, en fait, ces solutions, on les met en place. Elles permettent de préserver l'environnement, elles permettent souvent d'atténuer nos émissions de gaz à effet de serre, donc de lutter contre le dérèglement climatique. Mais en fait, elles permettent aussi d'augmenter notre pouvoir d'achat, d'augmenter par exemple, si on prend l'exemple de Schneider Electric avec son Repair Café, et ben en fait, en réparant les disjoncteurs et tout ça, ils ne vont pas vendre de nouveaux disjoncteurs, mais par contre, ils offrent un nouveau service à leurs clients et ça permet d'avoir une plus-value significative et une augmentation en fait de leur chiffre d'affaires là-dessus. Donc c'est vraiment ça qu'on veut montrer, c'est que ces solutions, elles sont écologiques, mais elles sont avant tout logiques. Et donc même si on s'en fiche de l'environnement et qu'on se dit bah voilà, de toute façon ça c'est pas mon problème, et ben en fait on a tout intérêt à les mettre en place. Et c'est un peu aussi ce qu'on fait avec la Fondation Solar Impulse et Bertrand Piccard. L'idée, c'était de labelliser 1000 solutions qui sont à la fois bonnes pour l'environnement et rentables. Et l'idée de Bertrand, en fait, c'était de se dire, bah voilà, j'ai mon livre avec mon classeur avec ces 1000 solutions.
Et j'arrive sur le bureau de Trump, mais quand il était président, ou d'autres présidents climato-sceptiques comme Bolsonaro, etc. Et j'arrive avec cet énorme recueil de solutions. Et même s'ils ne croient pas au dérèglement climatique, et en fait, ces solutions, elles sont rentables, donc elles vont créer des emplois et permettre d'être compétitifs, etc. Donc c'est quelque chose qui est très important et qui permet de parler au plus grand nombre, en fait. C'est de ne pas inciter uniquement sur le volet environnemental. Merci. Est-ce qu'il ne manquerait pas aussi des synergies d'action entre plusieurs acteurs? Comment favoriser cela et quels seraient les rôles des médias pour inciter ces synergies? Alors, les synergies d'action entre plusieurs acteurs, l'idée, c'est un peu ce qu'on voit, c'est de plus en plus le cas. Il y a des groupements d'entreprises, des groupements des équipes interministérielles pour essayer de favoriser les échanges entre les différentes pour essayer d'arrêter de fonctionner en silo. En fait, quand j'étais dans l'équipe COP21 et c'était une équipe interministérielle entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Environnement. On travaillait par exemple avec le ministère du Transport et avec d'autres ministères. Et en fait, moi, ce qui m'avait halluciné quand j'étais là-bas, c'est en fait l'idée quand on rejoint un ministère, c'est d'être guidé par l'intérêt public et d'essayer de tout faire pour faire avancer ces sujets. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent, et c'est comme en entreprise, ou c'est comme même dans les universités, etc., c'est qu'il y a beaucoup de fonctionnement en silo où chacun a un peu ses sujets, et même s'ils sont redondants avec ce que d'autres font, ils vont pas vouloir lâcher ces sujets parce que c'est un peu ce qu'on appelle un peu des précarés, donc chacun a un peu son précaré et il veut le défendre. Et donc l'idée là, c'est ce que permet cette transition écologique et sociale aussi, c'est que de plus en plus on sent la nécessité de casser ces précarés et d'essayer de collaborer entre les différents silos parce qu'on en a le besoin et on est obligé de le faire. Donc de plus en plus on voit que ça c'est en train de se développer et qu'on essaie de gagner cette course contre la montre pour le faire, et cette nécessité du temps, de gagner du temps, et elle implique d'essayer de créer plus de synergie entre les institutions, les entreprises et les collectivités locales et tous ces acteurs-là. Donc c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais qu'il faut vraiment favoriser. Et là, sur ce point, il ne faut pas hésiter à aller vers les autres en disant moi j'y connais rien à ce que vous faites. Par contre, je pense que ça pourrait être très intéressant qu'on collabore. Donc au début, ça va prendre un peu de temps parce que forcément, il va falloir comprendre le vocabulaire des autres personnes, les anagrammes utilisés, etc. Mais finalement, le résultat qu'on a au bout du compte est bien meilleur. Ouais. Comment aller plus loin que la sensibilisation et l'interface collaborative avec vos documentaires et sur le site Il faut sauver, dans le cas où l'effet boule de neige ne serait pas suffisant? Est-ce qu'au vu de leur grande diffusion, Ushuaïa TF1, les pouvoirs publics et collectivités locales sont davantage réceptives et prêtes à mener des actions concrètes à plus grande échelle pour sauver des vallées comme celle de l'Arve? Eh ben oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on voit avec les documentaires et puis avec ce que fait le collectif de citoyens. En fait, de médiatiser et de donner une visibilité à ces différents combats ou à ces différentes solutions. On voit ensuite que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est assez intéressant parce que ces documentaires-là, par exemple, Il faut sauver les Alpes, ça a été vu par des centaines de milliers, voire des millions de personnes. Et en fait, ces personnes qui voient le documentaire, ça peut être, elles ont une vie professionnelle en fait. Donc ça peut être soit des personnes qui travaillent aussi dans d'autres mairies, dans des entreprises, dans des ministères, dans des cabinets ministériels et tout ça, et qui se disent, Il faut sauver les Alpes, on l'avait présenté aussi à l'Assemblée nationale, donc devant les députés. Et en fait, de faire ce travail-là, finalement, c'est on montre avec le documentaire que ces solutions, elles fonctionnent sur le terrain et qu'il faut qu'on essaye de les répliquer au maximum. Et pour les répliquer, on donne les clés et on essaye de donner les clés avec l'interface pour permettre de les répliquer facilement. Mais aussi, on essaie de faire tout un travail ce qu'on peut dire un peu de lobbying avec d'autres personnes qui étaient avec moi dans l'équipe COP21 ou d'autres personnes qui étaient aussi, qui sont actuellement dans les ministères, etc. Ou aussi ce qu'on fait avec l'Union européenne, à la Commission européenne, pour essayer de pousser ces solutions, de leur dire, regardez, ces solutions, elles marchent. Peut-être que dans un plan de relance ou si on a de l'argent à mettre, ça peut être intéressant de le mettre sur ces solutions-là
en essayant de développer au maximum voilà, ces solutions au niveau local. Et c'est vrai que c'est plus difficile. En fait, ce qu'on voit, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on a 1 million d'euros à mettre, c'est plus facile de mettre 1 million d'euros sur, je sais pas, dans une grande entreprise en disant, voilà, occupez-vous de ces millions d'euros-là et en même temps, vous gardez les emplois, etc. Que de 6 millions d'euros, on pourrait se dire, voilà, sur 1 million d'euros, on recrute, on met 500 000 euros pour recruter les fonctionnaires qui vont faire attention à ce que les 500 000 euros restants soient bien utilisés et soient utilisés pour la transition écologique et sociale. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on essaie de plus en plus de faire, c'est d'essayer de mieux comprendre ces solutions qui existent au niveau local pour ensuite les favoriser et les développer au maximum. Face aux gens qui refusent le changement climatique, c'est-à-dire les climato-sceptiques, la meilleure stratégie ne serait-elle pas, au contraire, de ne pas parler du tout de désastre et des problèmes, mais directement de proposer les solutions et des alternatives en expliquant justement leur intérêt personnel qu'ils y trouveraient? En fait, ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que voilà, il y a ce problème du dérèglement climatique, il est bien là. Il est bien là. Quand on regarde les courbes, quand on va les courbes de température sur les 800 000 dernières années. Les 800 000 dernières années, c'est là où on arrive à remonter avec les forages, les calottes de glace qui nous permettent d'examiner l'atmosphère qu'il y avait dans le passé et nous permettent de savoir la quantité de CO2 et de savoir que par le passé, on a eu des températures plus élevées que celles qu'on connaît actuellement. Donc ça c'est sûr. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le dérèglement climatique, on n'a jamais eu un dérèglement climatique aussi rapide dans le passé. Il est 100 fois plus rapide que tous les dérèglements climatiques qu'on a pu connaître. Et en fait, ça c'est dû directement aux activités de l'homme et aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on a fait dans les 150 dernières années. Et en fait, une fois qu'on a vu ce problème-là et qu'on reconnaît ce problème-là, on se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place comme solution pour essayer de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, pour pouvoir limiter la hausse des températures, pour éviter que, en fait, si on n'avait pas une société comme on la connaît aujourd'hui, avoir un dérèglement climatique aussi rapide, ça poserait problème sur les écosystèmes, etc. Mais là, nous, en fait, ce dérèglement climatique rapide, ça pose d'énormes problèmes en termes de… si on prend juste en considération les réfugiés climatiques, on voit que c'est des centaines de millions de personnes. Et pour avoir travaillé un peu en Afrique, en Tanzanie, au Kenya, sur l'accès à l'électricité, on voit qu'il y a déjà des personnes qui aujourd'hui meurent des effets du dérèglement climatique à cause de l'augmentation des sécheresses, de l'augmentation des événements extrêmes. Et ces personnes-là, en fait, elles quittent les lieux où elles sont, pas par plaisir, mais parce qu'en fait, les effets du dérèglement climatique sont trop importants pour que les zones où elles ont l'habitude, elles habitent, elles ne sont plus vivables, en fait. Et en fait, ça pose plein de problèmes sur ensuite des tensions comme on a connu en Europe sur les réfugiés, etc. Donc, ce dérèglement climatique-là, faut bien comprendre en fait le problème de base pour ensuite essayer de proposer les bonnes solutions à mettre en place et essayer de comprendre les solutions dans un ensemble, en fait. Donc, c'est parler des climato-sceptiques, c'est parler en fait de la compréhension du problème initial et essayer ensuite, en ayant bien compris le problème initial, proposer les bonnes solutions et comprendre pourquoi il y a une urgence climatique et pourquoi il est urgent d'agir. Et c'est exactement ce qu'on disait avec la Convention citoyenne pour le climat, en fait, tout à l'heure. C'est voilà, en ayant lu toute cette documentation, on se rend compte que finalement les mesures qu'on doit prendre, elles doivent être rapides et elles doivent être fortes. Ouais. Merci Nicolas Plein. Je vais vous poser une question assez large, on va dire. Quelles sont, vos pistes de solutions pour avancer et engager une transition écologique? Alors, les pistes de solutions, il y en a plusieurs. Il y a les solutions au niveau local dont on parlait. Donc ça, c'est les solutions qu'on montre dans les documentaires. C'est d'autres solutions qui sont sur l'interface ilfausauver.org et d'autres solutions plus généralement qu'on peut retrouver sur plein de sites qui sont très bien faits. Ensuite, il y a des solutions plus au niveau global, au niveau de l'Union européenne, des ministères, etc. Essayer de faire avancer les choses, mais en le faisant de façon
de façon assez intelligente, sans penser que c'est important de faire des avancées technologiques, de faire de la recherche et développement dans les entreprises pour essayer de trouver des solutions qui sont encore plus performantes, etc. Mais il faut aussi pas penser qu'on va trouver une solution miracle et mettre dès à présent les bonnes conditions, les bonnes solutions et les bonnes politiques publiques, etc. pour ce qui est en train d'être fait, hein, mais qui prend toujours plus de temps que ce qu'on aimerait. Mais c'est vraiment ça, essayer de mettre en place rapidement les bonnes politiques publiques, les bonnes mesures. Et pour ça, en fait, il faut qu'une majorité de la population soit sensibilisée au fait que ces solutions, elles vont, une majorité de la population déjà soit acteur pour proposer ces solutions et les mettre en place. Comme ça, on n'a pas l'impression que c'est des solutions qu'on nous impose, mais c'est des solutions qu'on a eu envie de pousser et envie de mettre en place. Et ensuite, une fois que une majorité de la population a envie de mettre en place ces solutions, et ben finalement, en fait, le politique et les entreprises, etc., vont suivre parce qu'en fait, toutes les personnes font partie des entreprises ou votent aussi pour les élections, et donc c'est quelque chose qui va suivre. Donc, il faut déjà essayer de montrer que ces solutions, elles ne sont pas que bonnes pour l'environnement, mais elles sont aussi, comme on disait tout à l'heure, elles ont aussi plein d'effets bénéfiques. Est-ce qu'on n'a pas tendance à majorer le rôle des médias dans la lutte écologiste au détriment parfois d'une lecture des rapports sociaux en termes de classe? Les travaux de sociologie montrent que les agents orientent leur lecture et visionnage en fonction de leur politisation, qui dépend elle-même largement de la socialisation primaire. Sacrée question. Alors du coup, l'importance des médias, en fait, ça dépend aussi en termes de. Quand on regarde par exemple le JT de 20h de TF1, là avec la crise du Covid et tout ça, on a vu un bond en termes d'audience et il y a de plus en plus de millions de personnes qui regardent ces JT-là. Donc en fait, l'importance des médias, il est quand même. C'est quand même une importance assez grande par rapport à la diffusion des informations. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que et ce qui est en train de se faire aussi, il y a de plus en plus de formations qui sont de formations climat, environnement, qui sont à destination des journalistes pour que ces journalistes soient formés et puissent traiter ces sujets d'une façon qui permet le passage à l'action ou la bonne sensibilisation. Et après, ce qu'on disait aussi, c'est, par exemple, on avait fait un tournage avec BFM TV pour faire un sujet avec eux sur la pollution de l'air. Et en fait, le journaliste qui est venu faire le sujet, il me disait, bah voilà, en fait, moi, quand je vais passer ce sujet-là à BFM, et ben en fait, l'audience, je sais que l'audience, elle va chuter de 400 000 téléspectateurs ou je ne sais combien. Parce que pour le moment, en fait, on est plus intéressé. Enfin, ce qui fait le plus d'audience, c'est des sujets qui sont, soit des sujets qui sont, ce qu'on disait un peu sur les réseaux sociaux tout à l'heure, en fait, c'est des sujets qui peuvent être un peu anxiogènes, qui peuvent solliciter nos émotions un peu négatives. Donc ça, c'est à nous aussi de pousser pour voir plus de contenu positif, ce qu'on voit de plus en plus, mais ce qui fait quand même, ce qui est difficile à passer au niveau d'audience. Au niveau des audiences, et c'est un peu le problème auquel on se heurte aussi souvent, c'est pour essayer de faire plus d'émissions comme Il faut sauver les Alpes et tout ça, il faut essayer de les faire passer un peu plus, tout simplement un peu plus comme Koh-Lanta, Top Chef, essayer de créer de l'enjeu, essayer de faire des récits qui permettent de toucher plus de personnes. Après, ça revient un peu à la question qu'on avait tout à l'heure, c'est est-ce que le but c'est de toucher 8 millions de téléspectateurs, mais peut-être qui regardent finalement sans regarder le reportage, ou alors est-ce qu'on a envie de toucher peut-être un peu moins de personnes, mais qui vont être plus, ça va être plus qualitatif et qui vont être plus intéressés au documentaire et ensuite vont aller derrière sur l'interface et essayer de participer à cet effet boule de neige. Merci. Quelle suite à cette série documentaire Il faut sauver les Alpes? Avez-vous prévu d'autres actions ou bien d'autres projets divers dans ce sens? Oui, et ben alors ensuite, donc on a tourné Il faut sauver les volcans d'Auvergne. Donc là, on était dans les volcans d'Auvergne, qui est un territoire qui est magnifique.
Et l'idée, c'était de montrer comment, en fait, ce territoire, ce parc naturel des volcans d'Auvergne peut cohabiter avec la grande ville de Clermont-Ferrand qui est juste à côté. Et voilà, on a fait c'est le prochain documentaire qui va sortir sur ce sujet-là. Donc, on a plein de nouvelles solutions qui sont super et des personnes formidables qu'on a rencontrées. Ensuite, on va faire le tournage normalement en mai de Il faut sauver la Provence. Donc, ce sera en Provence et là, on sera plus orienté sur des solutions aussi en lien avec la biodiversité. Il y aura le congrès mondial de l'UICN donc sur la biodiversité qui se tiendra à Marseille en septembre. Donc, c'est un peu la COP de la biodiversité. Et nous, l'idée, c'était vraiment de faire ce troisième épisode sur la biodiversité. Et ensuite aussi, on a des projets en lien avec le parapente et des projets plus d'exploration scientifique où là, on va faire une traversée des Alpes avec justement des capteurs de pollution de l'air pour aller mesurer cette pollution de l'air. Et aussi, je vais retrouver Heidi, donc, qui était avec moi dans le premier épisode. Et on est en train de préparer quelque chose pour une expédition pour regarder un peu l'état des glaciers. En fait, on a tout un sujet autour des glaciers dans la région du Karakoram, qui est une région entre l'Inde et le Pakistan. Et en fait, il y a besoin de mesures scientifiques sur cet endroit-là pour étudier en fait comment le dérèglement climatique impacte la vitesse de descente des glaciers et la vitesse de fonte des glaciers et comment ensuite on peut quantifier ça et quelles solutions on peut y apporter. Donc voilà, ça va être... il y a pas mal de choses à faire. Oui. Alors ensuite, pensez-vous que la transition écologique n'est pas assez abordée de manière générale dans l'enseignement supérieur et aussi par votre vécu dans les grandes écoles? La solution face au rejet et au scepticisme qu'on peut observer dans des filières éloignées des sciences de la vie et de la terre pourrait-elle être de proposer des vulgarisations scientifiques obligatoires? Et ben, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus, comme il y a de plus en plus une plus grande partie de la population qui est de plus en plus sensibilisée à ces questions-là, et ben, à l'université, dans les grandes écoles et tout ça, on a de plus en plus de contenu et de cours sur ces questions-là. Donc, c'est quelque chose qu'on voit dans les écoles d'ingénieurs. On a des cycles entiers de formation sur ces questions-là. Moi, ce que j'avais suivi, c'était une formation qui était nouvelle à l'époque, quand j'étais à l'école polytechnique, c'était une formation qui s'appelait Sciences et défis pour l'environnement, qui venait d'être créée. Et là, de plus en plus, on voit que ces formations explosent avec un intérêt de plus en plus important par les élèves et donc des professeurs qui créent ce contenu. C'est ce que vous faites aussi avec la COP de l'étudiante, c'est super parce que ça permet de sensibiliser beaucoup de personnes à ces thématiques-là et d'avoir envie d'en savoir plus et de découvrir plus de connaissances en lien avec ces thématiques-là. Quand j'avais fait aussi mon master de recherche à l'université de Grenoble, c'était un master de recherche en haut climat environnement. Et donc, on faisait des sciences physiques, des sciences de la Terre. Et en fait, c'était le début. Ils avaient organisé un cours entre les élèves de ce master au climat environnement et les élèves de Sciences Po. Et en fait, finalement, on reproduisait une COP. Donc, où nous, on faisait les élèves du master au climat environnement faisaient les advisors des personnes des élèves de Sciences Po qui, elles, devaient débattre. Et en fait, c'était super parce que ça nous permettait de faire des échanges interdisciplinaires entre les différents élèves. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant et ce que les universités, les grandes écoles comprennent de plus en plus, c'est cette nécessité de faire de l'interdisciplinaire et d'exploser les silos dès le début. Certes, il faut une base solide de connaissances dans sa thématique particulière pour ensuite pouvoir changer, mais dès le début de faire un peu exploser ces silos avec des cours sur ces questions de climat, environnement, transition écologique et sociale qui sont entre un prof en sciences physiques, un prof en sciences économiques, un prof en sciences sociales, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant et qui est en train de se développer de plus en plus. Ouais. Donc ça, c'est vraiment super. Alors, juste avant de finir cette conférence, Nicolas Plein, je vais vous poser une dernière question. Est-ce acceptable, d'un point de vue moral, éthique, de manipuler la population pour faire changer de cap la société, mais sans leur dire que c'est pour le changement climatique, pour autre chose, des gains personnels, par exemple? Alors ça, je suis pas forcément très philosophe, mais
Mais ouais, ce serait une belle question pour pour le bac de philo. Donc ça c'est compliqué. Hein. En fait ouais, ce que disait tout à l'heure sur Sapiens, là j'ai la suite là, que je suis en train de lire sur 21 challenges pour le 21e siècle. Et en fait c'est assez intéressant comme il ouvre son livre, cet historien donc Yuval Noah Harari. J'ai pas de part dans ses bouquins, donc c'est juste que c'est vraiment hyper intéressant avec ce regard d'historien en fait d'essayer de mieux comprendre le futur. Et en fait, il ouvre son livre en disant, bah voilà, en fait, on a nos différents modèles qui sont tombés petit à petit, avec le fascisme, le communisme, et aujourd'hui avec la crise climatique et tout ça, on a de plus en plus, on voit de plus en plus des effets négatifs du capitalisme. Alors voilà, il y a eu plein de progrès qui ont été faits grâce à ce modèle-là, il y a plein d'effets bénéfiques, hein, mais c'est ce qu'il dit aussi. Mais voilà, on a quelques limites. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on réfléchisse ensemble à un projet de société et ensuite qu'on utilise la technologie pour répondre à ce projet de société. Et en fait, là, ce qui est en train d'être fait, c'est un peu l'inverse, en fait, finalement. C'est que, voilà, on arrive à des progrès technologiques qui sont incroyables, des progrès scientifiques incroyables. C'est vraiment, on est vraiment dans une révolution qui est hallucinante avec d'année en année des découvertes et des nouvelles applications qui sont incroyables. Et en fait, finalement, derrière ça, est-ce qu'on a bien acté le projet de société dans lequel on voulait vivre et vers quelle société on veut aller? Et en fait, ça, c'est vraiment une question que tout le monde, on doit tous s'emparer de cette question-là, parce que c'est une question qui impacte directement notre futur. Et donc, cette question-là, on doit tous contribuer à y répondre, tous contribuer à écrire ce grand livre de l'humanité dans lequel on veut aller, et dans lequel on souhaite vivre, et dans lequel on veut voir nos enfants vivre, etc. quoi. Donc, c'est vraiment déjà essayer de se poser cette question, essayer d'y répondre, essayer vraiment de voir le long terme. Et ça, c'est vraiment un problème aussi qu'on a actuellement. Il faut vraiment qu'on essaie de réfléchir un peu sur le long terme. C'est pas évident avec les réseaux sociaux, les médias et tout ça, mais réfléchir sur le long terme, que les politiques, les pouvoirs publics aussi gardent cet esprit de long terme et qu'on ait un vrai projet de long terme pour ensuite mettre les bonnes technologies, les bonnes avancées sur ce projet de long terme. Ouais, je ne pense pas que ça répond vraiment à la question, mais en tout cas, c'est un point qui me semble aujourd'hui vraiment important. Non, c'est très bien. Merci Nicolas Plein. Je vais finir avec une dernière question, mais qui est plutôt voilà, une demande de conseil de votre part. Est-ce que vis-à-vis des lectures, donc est-ce que vous aurez des conseils de lecture qui vous ont marqué pour aller plus loin lorsqu'on est déjà sensibilisé à la crise actuelle? Et ben, en fait, donc déjà, quand il y a les rapports du GIEC, les résumés pour les décideurs des rapports du GIEC, le rapport à 1,5 degré ou les autres rapports, c'est vraiment la base et c'est pas très long. C'est peut-être un peu compliqué au début, mais en fait, quand on s'y plonge, c'est vraiment intéressant et ça nous permet déjà d'avoir une solide base de connaissances, parce que c'est vraiment ça qui est important, c'est d'avoir une solide base de connaissances. Ensuite, il y a tous les documents de la Convention citoyenne pour le climat aussi qui ont été donnés aux citoyens. Ça, c'est très intéressant. On peut les retrouver sur le site de la Convention citoyenne. Ensuite, il y a voilà, les deux livres dont on a parlé tout à l'heure de Yuval Noah Harari, là, qui sont bien, qui sont pas sur la crise écologique, mais qui montrent bien mais finalement un peu quand même en fait. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Et puis ensuite, il y a un livre aussi qui est très intéressant là-dessus, c'est Le bug humain du cerveau. Alors, je ne me rappelle plus qui c'est qui l'a écrit. Je crois que c'est comme ça le titre. Et voilà, le bug humain de Sébastien Bauer. Et en fait, ce livre-là aussi nous montre en fait pourquoi on peut être complètement addict aux réseaux sociaux et comment ça a pris. Je vous mets dans les pattes, comme ça y sera. Et voilà, c'est un livre qui est très simple à lire, qui n'est pas très long, mais qui nous permet vraiment de bien comprendre le mécanisme de notre cerveau et pourquoi en fait pourquoi on peut en arriver à acheter des SUV pour avoir plus de conquêtes par exemple. Et ensuite une fois qu'on a bien compris ça, comment on peut changer ça, et finalement le fait que un SUV ça soit synonyme de réussite sociale, et que dans le futur ça soit pas du tout ça, et qu'on ait d'autres synonymes de réussite sociale et d'autres mécanismes pour jouer sur notre cerveau et pour accélérer cette transition écologique et sociale.
Voilà. Merci Nicolas Plein pour votre temps et pour cette conférence. Et merci à tous. Ouais. Pardon. C'est moi. Donc merci à tous aussi d'avoir posé vos questions et voilà, ça clôture ce week-end de la COP2 et donc je vous souhaite une bonne continuation à vous Nicolas Plein et une bonne fin de soirée aux autres. Donc merci à vous. Et félicitations encore. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous.